Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question Éco. Au menu ce soir, interview exclusive du vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA, Farid Belhaj, sera avec nous depuis Washington. Nous discuterons de commerce régional et de reprise économique. Le groupe Banque mondiale vient en effet de publier son bulletin d'information économique sur la région. Alors certes, il s'agit principalement de dresser un état des lieux du commerce, mais aussi de l'intégration régionale dans la zone MENA. Mais le rapport fait un bilan global de la situation économique et socio-économique dans la région plus de 7 mois après le début de la pandémie de Covid-19. Croissance, chômage, production, pauvreté ou dette publique, tout y passe. Quel est le bilan du groupe Banque mondiale de la situation dans la région et plus particulièrement pour le Maroc, et quelles sont les perspectives d'avenir de l'institution? Les réponses dans quelques instants. Bienvenue à tous. Mais avant d'accueillir notre invité, je vous laisse avec ce papier de Ala Benani qui revient sur les principales conclusions du rapport de la Banque mondiale intitulé « Commercer ensemble vers une relance de l'intégration de la région MENA à l'ère post-Covid ». La pandémie, conjuguée à la baisse des prix du pétrole, ont mis à mal l'économie de la zone MENA. Selon le rapport de la Banque mondiale, les économies des pays de la région devraient se contracter de 5,2% en 2020, soit 4,1 points de moins que les prévisions du mois d'avril. Pour surmonter cette crise, le rapport estime que le commerce et l'intégration régionale doivent être repensés. Les mauvaises performances en matière de logistique, l'inefficacité des services douaniers, le coût élevé des infrastructures, l'inadaptation des cadres juridiques à l'investissement, l'hétérogénéité des réglementations ou encore le coût élevé des opérations commerciales représentent autant d'obstacles au développement des échanges commerciaux, estime la Banque mondiale. D'après le rapport, il faut en moyenne $442 et 53 heures pour se conformer aux formalités à l'exportation, ce qui est 3 fois plus cher et 4 fois plus lent que les moyennes des économies à revenus élevés. Dans sa partie recommandations, le rapport de la Banque mondiale propose la libéralisation des échanges qui doit être globale et profiter à tous les secteurs. La banque appelle aussi à privilégier le commerce régional en matière de sécurité alimentaire, de système de santé, d'énergie renouvelable et d'économie du savoir. Enfin, l'institution financière affirme que la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA, est une aubaine pour la région MENA et l'Afrique subsaharienne. Cette intégration régionale permettra de simplifier et d'harmoniser leurs mesures tarifaires. Et nous avons le plaisir d'accueillir depuis Washington Farid Belhaj, vice-président du groupe Banque mondiale pour la région MENA. Bonsoir Farid Belhaj et merci d'être avec nous. Bien sûr, bonsoir. Ravi de revenir sur la télévision marocaine. Merci beaucoup. Alors, contexte inédit dans lequel paraît donc ce dernier rapport sur la région MENA. Parlez-nous de la méthodologie de son élaboration. Écoutez, c'est un rapport que nous publions 2 fois par an pour donner un petit peu le sens de la situation économique dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. C'est un rapport important parce qu'il permet d'éclairer à la fois les décideurs dans les pays sur lesquels nous travaillons, mais aussi d'éclairer tous ceux intéressés par la situation économique dans ces pays-là, et notamment les investisseurs, et notamment ceux du secteur privé qui sont intéressés par les évolutions économiques dans nos pays. Donc pour cette année, bien entendu, la situation est complexe. Nous avons eu affaire à 2 chocs, le choc de la chute spectaculaire et brutale des prix du pétrole. Et cette situation, en réalité, a touché non seulement les pays producteurs, mais aussi les pays non producteurs de pétrole, parce qu'il y a d'une certaine manière une interconnexion entre les pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Et ensuite, il y a le Covid-19 qui a touché de manière extrêmement violente les économies de nos pays, du fait de la fermeture de ces économies, et du fait de maintenant l'indécision dans laquelle nous sommes tous. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Donc il y a là effectivement une difficulté à établir sur le court et moyen terme des politiques publiques de manière
prévisible. Donc nous sommes véritablement en train de voir de quelle manière nous pouvons aujourd'hui gérer toutes ces incertitudes. Très bien, mais la situation n'est pas la même entre pays exportateurs et pays importateurs de pétrole. Est-ce que ce gap est important compte tenu, bien sûr, de l'évolution des choses et de ce manque de visibilité totale des deux côtés entre ces deux pays importateurs ou exportateurs de pétrole? Vous savez, quand vous regardez les taux de croissance de ces pays importateurs et non importateurs, eh bien, il y a des taux de croissance négatifs des deux côtés. Lorsque vous voyez aujourd'hui les incertitudes, eh bien, vous voyez des incertitudes des deux côtés. Maintenant, dans le camp, si on veut, des pays non exportateurs de pétrole, il y a différentes situations. Le Maroc, par exemple, qui arrive tant bien que mal à gérer une situation difficile, une situation où il y a un déficit important en termes de croissance. Vous voyez de l'autre côté de notre région, vous avez l'Égypte, qui aujourd'hui est le seul pays dans la région qui arrive quand même à montrer des taux de croissance positifs. Et puis ensuite, il y a dans les pays du Golfe des pays lourdement exportateurs de pétrole, mais qui voient eux aussi des taux de croissance négatifs. Donc en réalité, comme je le disais au départ, ces phénomènes de chute des prix du pétrole et du Covid, en réalité, ont un impact négatif sur tous les pays importateurs et non importateurs de pétrole, exportateurs et non exportateurs de pétrole. Oui, mais vous avez évoqué justement donc le cas du Maroc. Selon le groupe Banque mondiale, la récession devrait atteindre 6,3% en 2020, donc pour cette année. Alors, il y a bien sûr la pandémie, mais aussi la mauvaise saison agricole. Et est-ce que vous pensez qu'une diversification de l'économie marocaine est possible, notamment en contexte de crise? Écoutez, avant la crise, les pays de Moyen-Orient et Afrique du Nord, y inclus le Maroc, étaient dans une situation complexe. Le Maroc, moins que d'autres, parce qu'il y a eu quand même sur les quelques 10 dernières années des efforts importants de réforme et des efforts importants d'ouverture vers le monde, et notamment de diversification. Nous le voyons aujourd'hui, nous avons des résultats probants. Ceci avant la crise. La crise est venue, elle a mis un frein, si on veut, à ces efforts, mais de ce que nous voyons dans notre conversation avec les décideurs marocains, nous voyons qu'il y a toujours cette volonté de continuer à pousser les réformes, à diversifier l'économie, à revoir le rôle de l'État dans l'économie, qui est un problème extrêmement important dans notre région. C'est-à-dire, si nous pouvions nous arrêter justement sur ce point d'interventionnisme de l'État dans l'économie, et notamment, on le voit, il y a ce grand retour de l'intervention de l'État en tant que concept un peu partout dans le monde. Je voudrais juste que vous nous expliquiez peut-être un peu plus cette question-là par rapport au cas du Maroc en l'occurrence. Écoutez, pour le cas du Maroc, il y a eu traditionnellement un rôle important de l'État, notamment à travers les entreprises publiques. Maintenant, ce qui est important à voir, parce que je veux toujours voir le futur, l'avenir proche et à moyen terme. Ce qui est important, c'est de voir quelle est la vision, quelles sont les prévisions de politique économique qui sont mises en place. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'au Maroc, contrairement à d'autres pays, il y a cet effort d'ouverture, il y a cet effort de diversification, il y a cet effort d'ouvrir au secteur privé plus d'espace. Nous le voyons à travers les efforts des partenariats publics-privés. Nous le voyons à travers les efforts de réforme des entreprises publiques et de l'ouverture de ces entreprises publiques à la compétition. S'il y a une chose qui aujourd'hui est en train de retenir les économies dans toute la région, c'est le manque de contestabilité des marchés. Autrement dit, vous avez dans nos pays soit le secteur public, qui est extrêmement lourd, ou alors un secteur privé qui tient captif de grands pans de l'économie. Et là, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire en termes de compétitivité. Il y a un travail à faire de manière à faire que les jeunes
qui sont dans notre région, ouverts sur le monde, qui sont éduqués, qui ont cette volonté d'entreprendre, eh bien que nous puissions leur permettre de mettre en place, ou en tout cas de réussir sur une plateforme qui leur permettrait justement d'aller et de faire que leurs énergies se déploient de manière positive. Vous savez, à l'horizon 2050, dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, il y aura près de 300 millions de jeunes qui seront en train de frapper à la porte du secteur du marché du travail. 300 millions de jeunes, c'est énorme. Et aujourd'hui, nous devons créer ces emplois. Et ces emplois, ils ne seront créés qu'à travers le secteur privé. Et c'est pour ça que le rôle de l'État dans l'économie doit être un rôle régulateur, d'encadrement, mais ne doit pas être un rôle de faiseur. L'État doit permettre à l'entreprise de bouger, mais ne doit pas prendre la place de l'entreprise. Oui, alors, justement, sur cette question de partenariat public-privé, les 3P, pensez-vous que grâce ou, j'ai envie de dire, à cause de cette pandémie, eh bien, les PPP pourraient décoller de manière beaucoup plus efficiente et notamment créer plus de valeur et surtout plus d'emplois, comme vous le disiez si bien, et surtout, vers quel projet particulièrement ces PPP doivent être ciblés? Vous savez, il est toujours hasardeux de pointer à certains secteurs ou à certains projets. Il faut laisser au marché sa liberté. Okay. Maintenant, il y a des réformes, même dans les moments les plus compliqués. Hein, nous vivons aujourd'hui un moment compliqué. Même dans les moments les plus compliqués, il y a ce qu'on appelle des réformes que nous ne regretterons pas. C'est-à-dire la transparence, c'est-à-dire la bonne gouvernance, c'est-à-dire l'état de droit, c'est-à-dire permettre à l'entrepreneur privé d'avoir un environnement dans lequel il se sente en confiance, un environnement qui soit prévisible, par rapport auquel il puisse investir en ayant un horizon, une visibilité qui soit relativement claire. Donc il est important véritablement de nous engager dans cette voie-là. Je sais, pour y avoir vécu pendant quelques années, qu'au Maroc, il y a cette vision-là. Je me rappelle que cette vision-là avait déjà été lancée et mise sur la table par le gouvernement de Sidriss Jettou. Et je pense qu'il y a toujours eu au Maroc cette volonté de continuer à bâtir et à construire sur ce qu'a fait le gouvernement de Jettou et les gouvernements qui se sont succédés après. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a toujours cette démarche. Quand j'écoute le discours de Sa Majesté, le dernier discours de Sa Majesté, je suis conforté dans cette conviction qu'il y a cet effort d'ajustement et cet effort de réforme. Dans le même temps, je suis conforté de voir qu'il y a non seulement cette affaire d'élargir la fenêtre ou l'espace pour le secteur privé, mais qu'il y a aussi cette urgence de garder au secteur social, la dimension sociale, son rôle, c'est-à-dire les filets sociaux, c'est-à-dire la protection sociale. Et à ce niveau-là, je pense que le Maroc s'est engagé, et je le vois aujourd'hui, dans un effort extrêmement ambitieux par rapport à ces questions de protection sociale. C'est important, c'est fondamental, notamment dans les périodes de vulnérabilité. Très bien. Alors, justement, il y a un an, Ferid Belhaj, vous plaidiez dans une interview pour un nouveau contrat social. Alors, justement, vous avez parlé du cas du Maroc, politique économique et sociale pendant la gestion de la pandémie, plan de relance et ce projet de loi de finances 2021 qui vient d'être déposé au Parlement, chantier de généralisation de la couverture sociale. Et là, l'aspect social que vous venez d'évoquer, justement, y est clairement marqué. C'est une première et c'est vraiment inédit à tous les Marocains, donc qui devront bénéficier très bientôt d'une couverture sociale. Les réformes, bien sûr, du secteur public. Alors, quel serait l'accompagnement du groupe Banque mondiale dans ce nouveau contrat social en marche? Écoutez, le contrat social dont je parle depuis quelques années, c'est cette relation entre l'État et le citoyen. C'est une relation qui doit changer. Une relation qui doit être bâtie sur la confiance. Et là, cette confiance doit être des deux côtés. Du côté du citoyen, il doit sentir que l'État se préoccupe de son bien-être, mais aussi lui permet d'avoir ses choix.
C'est là que, effectivement, la question du secteur privé et de l'État encadrant est importante. Sur le plan social, c'est extrêmement important. Et là, nous avons effectivement un accompagnement, non seulement en termes d'assistance technique, depuis 2 ans, je pense. Nous avons cette question de l'identifiant unique, qui est très important, parce que ça permet un ciblage précis des individus, des citoyens qui ont besoin de cet accompagnement. Dans le même temps, il y a aussi un accompagnement financier. Nous avons mis en place un certain nombre de projets, dont un qui va passer au conseil d'administration de la Banque mondiale dans une semaine ou deux, de 400 millions de dollars sur les questions de protection sociale. Et nous avons un programme d'engagement avec le Maroc qui se décline sur plusieurs années et qui sera effectivement basé sur 2 grands piliers. Le pilier de l'élargissement de l'espace pour le secteur privé et pour l'entreprise privée, et dans le même temps, et véritablement en parallèle, le pilier de protection sociale et faire en sorte que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Il est important que chaque citoyen marocain soit concerné par ce qui se passe au plan économique, tout en ayant l'assurance qu'il est protégé par les filets sociaux que le gouvernement est en train de mettre en place et par rapport auxquels nous sommes en train d'essayer activement d'aider le gouvernement. Et justement, un des retours du citoyen marocain, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ce recours à l'endettement extérieur. Je voudrais parler à présent avec vous, Farid Belhaj, de la dette, de l'endettement. Bon, je voudrais juste rappeler que l'agence de notation Standard & Poor's s'attend à ce que le déficit budgétaire marocain atteigne 7,7% du PIB en 2020. Est-ce que vous pensez que le Maroc risque le surendettement ? Il y a eu une augmentation de la dette, ce qui est normal. La période, malheureusement, se prête à cela. Très bien. Donc, la dette publique marocaine reste soutenable à moyen terme. Sous l'effet combiné du creusement du déficit fiscal et de la récession, le poids de la dette augmentera à près de 79% du PIB en 2021. Mais bien que ce soit un niveau de dette relativement élevé, le Maroc reste toujours avec une marge importante, une marge qui lui permettra de mobiliser ses recettes fiscales, de rationaliser, d'optimiser ses dépenses. Il me semble que cette stratégie d'assainissement budgétaire, qui devra être graduelle pour ne pas freiner la reprise de l'économie, est la bonne. Et le ministre des Finances, mon ami Mohamed Benchaboun, est en train de gérer cette question-là avec beaucoup d'intelligence et il est important de le souligner parce que c'est rare, je dois dire. Quand vous voyez aujourd'hui, encore une fois, dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, le Maroc est l'un des très, très rares pays qui arrive à gérer cette question de la dette de manière, encore une fois, équilibrée, soutenable et en une séquence intelligente. Très bien. Alors, une autre question par rapport au financement, cette fois de l'économie, et qui revient beaucoup, n'est-ce pas, chez l'opinion publique au Maroc. Il s'agit de la planche à billets. Est-ce que cette solution, selon vous, serait viable pour le Maroc ? Écoutez, la planche à billets, ça veut dire inflation. Et comme disait l'un des économistes célèbres, l'inflation, c'est comme le dentifrice. Une fois qu'elle sort du tube, il est très, très compliqué de la ramener. Donc, il me semble que cette affaire de planche à billets doit être considérée avec beaucoup de prudence. Et nous, en tant que Banque mondiale, nous ne sommes pas du tout sur cette ligne de stratégie en termes de politique monétaire. Très bien. Je voudrais également à présent revenir avec vous sur une question très importante. Elle a fait donc l'objet de ce rapport de la Banque mondiale par rapport au commerce et par rapport à l'intégration régionale. Nous le savons bien sûr, le commerce c'est une tradition, c'est ancestral dans cette région, mais force est de constater que l'intégration régionale s'est effritée depuis bien longtemps et bien sûr la crise Covid n'aidant pas, et bien cette situation n'a fait que s'aggraver. Est-ce qu'il y a, selon vous,
des opportunités justement pour ces régions. Parlons de l'Afrique du Nord, par exemple, par proximité géographique. Est-ce qu'il y a des opportunités qui pourraient ressortir de cette crise, sachant que, bien sûr, il y a toute une restructuration du commerce mondial? Oui. Écoutez, oui, il y a d'abord, malheureusement, dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, c'est la région la moins intégrée économiquement et commercialement au monde. Et c'est dommage, parce que ce sont des pays proches, ce sont des peuples qui sont très proches, et ce sont des pays qui ont les mêmes intérêts fondamentalement. Nous avions à la Banque mondiale, et c'est devenu une légende, travaillé sur ce qu'on a appelé le coût du non-Maghreb. Quand on le met sur les dernières années sur lesquelles on aurait pu faire quelque chose, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un manque à gagner important. Alors, mon sentiment a toujours été que le secteur privé, encore une fois, ait la voix par rapport à cette question-là. Il faut que le secteur privé puisse asseoir le rationnel de plus d'intégration. Moi, je vois aujourd'hui, quand je vois une banque marocaine s'installer en Tunisie, j'en suis extrêmement satisfait. Quand je vois des entreprises tunisiennes qui s'installent au Maroc, et il y en a, et des entrepreneurs tunisiens qui s'installent au Maroc, j'en suis satisfait. Je pense qu'il y a un travail à faire avec nos frères et nos amis algériens. Il y a encore beaucoup de travail à faire ensemble. Il est dommage de ne pas pouvoir mettre en place un système qui permette beaucoup plus d'intégration. Je vais vous raconter une histoire. J'étais à Alger il n'y a pas longtemps et je discutais avec des entrepreneurs, des start-upers, comme on dit, des jeunes qui sont en train de travailler beaucoup sur les nouvelles technologies. Ils m'ont dit qu'en réalité, et malgré les différentes barrières qui sont mises devant eux, eh bien, ils e-commercent avec le Maroc, ils e-commercent avec la Tunisie, et ils le font de manière systématique et avec beaucoup de bénéfices. Je pense qu'il est important que l'État puisse leur permettre de faire tout ça de façon plus structurée. Je voudrais à présent parler encore une fois des impacts collatéraux de la pandémie, Farid Belhaj, par rapport à cette région de manière globale. Et cette question de la data, de la donnée, qui est plus que jamais cruciale. Vous avez cité bien sûr ce e-commerce entre différents pays, mais il y a aussi cette question de la donnée qui manque terriblement dans cette région. C'est la crise que nous sommes en train de gérer. Il n'y a pas d'ouverture, de transparence des données dans cette région. Et c'est tellement dommage. Comment voulez-vous asseoir des politiques publiques efficaces si vous ne connaissez pas la réalité des choses? Vous savez, il y a toute une école de pensée qui va vous dire que c'est l'absence de connaissances, c'est l'absence de réalisation des difficultés de la situation économique en Tunisie qui a amené à ce qu'on a appelé le printemps arabe, qui a amené à la chute du gouvernement de Ben Ali. Et il est très important de souligner que nous ne pouvons pas aujourd'hui, encore une fois, asseoir, dessiner, encadrer, proposer des politiques publiques si nous n'avons pas toutes les données. Nous avons mis en place des trust funds, des voies de financement plus que concessionnelles, des dons, pour permettre de travailler plus encore et de renforcer les capacités des instituts de statistiques, renforcer les capacités de toutes les institutions qui sont détentrices d'informations et de données, de manière à les mettre à disposition non seulement de la Banque mondiale, du Fonds monétaire et d'autres, mais des économistes et des décideurs nationaux qui ne pourront jamais répondre à la situation dans leur pays, n'est-ce pas la réalité et les détails. Donc là, il y a une crise, nous sommes en train de travailler là-dessus et nous ne pourrons pas, véritablement, c'est un appel que je lance à toutes les institutions de statistiques et de données dans tous nos pays pour qu'elles se relaxent un petit peu, qu'elles partagent leurs données de manière à ce que nous puissions les aider. Comme dit l'adage, aide-toi, Dieu t'aidera. Eh bien, aidez-vous, lâchez un petit peu ces données et tous ceux qui sont intéressés par l'économie dans les pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord pourront venir et aider en parfaite connaissance des choses.
Et justement, vous avez cité un adage, moi j'ai envie de vous citer pour terminer, Farid Belhaj, dans l'un de vos billets coécrits avec Nadir Mohamed, qui est, rappelons-le, directeur régional croissance équitable, finance et institutions au sein donc du même groupe de Banque mondiale. Je vous cite donc: la pauvreté et la prospérité partagée et d'autres indicateurs du développement rappellent que l'heure n'est pas à l'autosatisfaction, bien au contraire, c'est le moment d'agir. Un commentaire, Farid Belhaj? Oui, écoutez, la jeunesse dans notre région, c'est notre capital le plus important. Pousser cet agenda à travers votre émission, et j'en suis extrêmement heureux, et il me semble que vous-même et d'autres pouvez ouvrir cette conversation et donner à tous ceux qui vous écoutent, tous ceux qui vous regardent, le sentiment qu'il est très important d'accorder à l'économie l'attention qu'elle mérite, et notamment d'accorder au secteur privé dans cette économie l'attention et l'espace qu'il mérite. C'est sur ces mots pleins de sagesse que donc cette interview touche à sa fin. En tout cas, je réitère mes remerciements à vous, Farid Belhaj, vice-président du groupe Banque mondiale de la région MENA, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Encore une fois, ravi de me retrouver au Maroc, même virtuellement, en espérant y être bientôt physiquement. Physiquement et peut-être même, peut-être avant ces assemblées générales du groupe Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui devraient, n'est-ce pas, prendre place à Marrakech l'année prochaine, en espérant, Inch'Allah, que cette crise Covid sera derrière nous. Absolument, et nous sommes tous pleins d'espoir par rapport à ces réunions annuelles qui auront lieu à Marrakech très prochainement. Bien entendu, je serai au Maroc avant ça, mais pour nous, il est très important. C'est un signal tellement fort que le pays qui est aujourd'hui l'un des pays les plus performants de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord puisse abriter ces réunions annuelles qui seront très importantes, bien sûr, et qui seront un signal de la vitalité de l'économie marocaine, de la vitalité du Maroc. Et nous sommes avec vous, bien entendu, d'ici jusqu'à ce que ces réunions annuelles se passent, et je suis sûr, de manière extrêmement, avec beaucoup de succès. Merci beaucoup, Farid Belhaj, encore une fois. Voilà, c'est la fin donc de cette entrevue exclusive que vous avez pu suivre sur Médien TV Afrique. Au cas où vous l'aurez raté, vous pouvez toujours bien sûr consulter notre site, le www.medientv.com, pour revoir cette émission ou une autre. Je vous souhaite pour ma part une très bonne soirée et un excellent week-end.